Du coup, moi, ça m'amène un peu à cette question qui est... là, je ne suis pas à l'ordre des questions que je vous ai envoyées, mais je trouve que ça tombe parfaitement bien. Il se trouve qu'il y a une phrase qui m'a énormément marqué dans ma vie. C'est une phrase que j'ai lue dans un recueil de poésie quand j'avais 14 ans et que j'ai cru tout de suite. J'ai cru tout de suite et tout de suite j'ai voulu la mettre en application. C'est une phrase guide, une phrase qui m'a sauvé d'une certaine manière, qui m'a permis de croire que tout était donc permis même pour moi. Cette phrase, étant donné en plus aujourd'hui ce qui nous réunit, j'ai eu envie de savoir ce qu'elle pouvait vous raconter, si elle pouvait évoquer pour vous aussi la même chose que ce qu'elle évoque pour moi. Une phrase que j'ai trouvée que j'ai lue dans un recueil de poésie d'un poète allemand du XVIIIe siècle qui s'appelle Novalis. C'est un romantique allemand. Novalis est très jeune quand il écrit ça, il a une vingtaine d'années, un peu plus. Il écrit un recueil de poésie qui s'appelle L'hymne à la nuit et les disciples assaillissent. Et dans ce chant, il a cette phrase, il dit « Toutes les vicissitudes de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons. » Alors cette phrase-là, je la trouve géniale, extraordinairement bonne, parce qu'il ne dit pas la plupart des vicissitudes de notre vie, il dit bien toutes, c'est pas rien, toutes les vicissitudes de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons, pas dont nous pouvons peut-être, non, dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Donc, il n'en tient qu'à nous. Et j'ai vraiment, véritablement envie de vous poser cette question. Quelle plus grande vicissitude que la perte de la liberté ? Est-ce que toutes les vicissitudes, est-ce que vous êtes d'accord ? Ou est-ce qu'il y a des vicissitudes qui ne peuvent pas être des matériaux, qui ne peuvent mener à rien ? Je pense que il appartient à chacun, en effet, d'essayer de vivre cette phrase. Et je ne suis pas sûr qu'il soit donné à tout le monde de répondre positivement. Moi, je suis très touché, comme tout le monde ici, par le poids des malheurs qui s'accablent sur un certain nombre de gens. 5 millions de pauvres dans ce pays, 3 millions de chômeurs, suivant les décomptes officiels, mais bien davantage, des solitudes à n'en plus finir. Et comment est-ce qu'on peut transformer tout ça ? Et comme vous l'avez dit, la prison est une situation aussi difficile. Alors, Annette a répondu tout à l'heure à la question. Elle a dit faire en sorte que nos souffrances, je ne suis pas sûr que ce soit les mots exacts, qu'elle me le pardonne, soient la source de notre liberté. On rencontre des détenus comme ça, et peut-être que d'ailleurs Louis en est un exemple. J'en ai vu un autre, 2 autres, mais j'ai vu aussi des gens qui n'ont pas pu résister à la privation de liberté. Il y a, ça s'appelle un sobriquet en détention, peu importe, des gens qui sont incapables de supporter la détention et qui s'abandonnent et qui se laissent aller à une espèce d'état végétatif en détention. Alors, les cellules sont dans un état épouvantable, ils passent la journée sur leur couchette au milieu de la crasse, etc. Les surveillants n'osent même plus rentrer. Ça, c'est une attitude, alors, qui est celle de quelqu'un qui a été vaincu par la privation de liberté. Et puis, il y a tous ceux qui essayent de surnager comme ils le peuvent à l'océan de la misère, mais qui n'y arrivent pas et qui sont brisés par la prison. Le nombre de gens que j'ai vus sortir
non pas ivres de joie le jour de la libération, mais ployés sous le fardeau des malheurs qu'ils avaient eus en détention, est quand même considérable. Et puis il y a ceux qui sortent aussi révoltés. Bon, je crois que c'est une minorité, ceux qui arrivent à se révolter, parce qu'il faut être fort pour arriver à ça. Alors la révolte peut être utile, elle peut être très dangereuse aussi. Moi j'ai vu un petit gars dans une maison centrale qui a commencé avec 3 ans de détention pour vol aggravé, et puis qui aujourd'hui doit en être à 27 ans de condamnation parce qu'il s'est révolté et que voilà, il a été condamné à chaque épisode de ses révoltes. La dernière, c'était une prise d'otage à une nouvelle maison centrale du côté de l'ouest de la France. Et il a pris 8 années supplémentaires. Bon, et donc révoltes qui peuvent conduire à quoi, est-ce que cet homme qui s'appelle Rachid va finir sa vie comme ça, fort de révolte, par ne plus pouvoir sortir du tout? Et donc je crois que tourner des choses en positif, c'est possible, à la condition d'avoir une sacrée volonté, peut-être aussi, je crois beaucoup à l'aide de tiers dans ce cas-là. Je pense à un détenu en particulier qui est bien connu par ailleurs, parce qu'il a un peu fricoté avec Mesrine dans un temps ancien, qui a été transformé par un cours de philo qui était donné à la maison centrale où il se trouvait. Et comme je le rappelais à quelques-uns cet après-midi, ce cours de philo, c'est comme l'aurait été probablement un théâtre en détention, ça a été une découverte formidable de l'expression de soi. Un type qui a fini là où il a fini parce que je ne sais pas quoi, bon, pour un tas de raisons sans doute qui tenaient à son enfance, son adolescence, etc., a découvert un jour un type qui l'invitait à parler, qui accordait à ce qu'il disait autant d'importance que ce qu'il disait lui, le prof, qui considérait que tous ceux qui étaient là dans la pièce avaient un poids égal pour parler de problèmes de philo. Alors ce type, ça l'a transformé. Donc cette vicissitude qu'était la privation de liberté, qui était une très lourde condamnation, il vient de finir sa libération conditionnelle, et ça fait un bon bail, il s'est transformé comme ça. Mais il a fallu que quelqu'un lui montre le chemin possible. Alors, moi, je crois qu'il faut qu'en prison, pour arriver à ce que Novalis dit, il faut multiplier comme ça comment dirais-je, les considérations des personnes, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas considérées, les perches tendues, les oreilles les têtes qui se penchent en bienveillance, et puis il faut une sacrée volonté. Parce que tout le système carcéral... moi, je connais aussi un autre détenu, je crois que j'ai cité ça un jour dans un film qu'on a tourné, qui écrivait à l'inverse de cet homme que je viens d'évoquer, le copain de Mesrine. Moi, j'ai essayé, au début de ma période carcérale, de faire tout ce qui était offert, les activités, le travail, le machin, puis je me suis ramassé des gamelles à chaque fois. Donc j'ai compris, m'écrivait-il, maintenant, je fais le canard, j'attends que ça se passe. Je suis recroquevillé dans mon coin, et j'attends comme ça la date de ma libération. Bon, c'est le contraire. Et donc je pense que pour arriver à vivre Novalis, et moi je crois en effet, et Annette nous l'a dit aussi qu'elle y croyait, donc il faut y croire, mais il faut quand même un sacré concours de volonté, et puis il faut qu'il y ait un jour. Ça peut être un surveillant qui va apporter ça. Pierre Botton, qui est bien connu par ailleurs, dit « moi c'est un surveillant qui m'a sauvé la vie », etc. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être voilà. Mais quand on est tout seul,
c'est quand même sacrément difficile. Donc moi, je crois que il faut une volonté, puis il faut l'encouragement de quelqu'un à des gens qui ne sont pas très, très aimés en détention, il faut quand même le dire. Je crois que la pire des vicissitudes, c'est de ne pas être aimé. Et la prison, ce n'est pas un grand système d'amour.